Bienvenue à tous dans l'entretien du dimanche. Mesdames et messieurs, l'affaire Sosupé qui défraie et anime toutes les discussions met une nouvelle fois au devant de la scène la question sensible de la liberté d'expression au Bénin. Comment concilier cette liberté d'expression fondamentale avec les impératifs d'ordre public et la responsabilité de chacun? La liberté rimerait-elle avec laisser-faire pourquoi quand la justice cherche à comprendre un fait, il y a ce lever de bouclier, d'autres crient même haro sur le gouvernement parlant de musellement, de toute voix discordante, quid de la séparation du pouvoir et du respect de nos institutions. Pour faire le tour de ces différentes questions, nous recevons ce dimanche Maître Renaud Agbodjo. Il est avocat au barreau du Bénin, conseiller juridique du parti Les Démocrates. Il nous apportera son analyse sur le sujet. Maître Agbodjo, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Madame Toboula, merci de votre invitation. C'est nous qui vous remercions pour votre disponibilité à Je vous en éclairer nos prie. téléspectateurs et à faire vos analyses sur le sujet qui nous réunit ce matin. Alors d'entrée, pour permettre aux uns et aux autres de mieux percevoir ce dont nous voulons parler, nous allons faire une petite clarification conceptuelle. À votre lecture à vous, Maître Agbodjo, c'est quoi la liberté d'expression? Merci de votre question. Je vous remercie une fois de plus pour votre invitation. C'est la première fois que je me retrouve sur votre chaîne, sur votre plateau. Alors, j'en suis honoré. Alors, parlant de la définition conceptuelle de la liberté d'expression, déjà, il faut retenir que ce sont les dispositions de l'article 23 de la loi fondamentale modifiée qui prévoit que l'État doit garantir la liberté de penser, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de religion aussi. Mais revenant à la liberté d'expression, la loi fondamentale prévoit la jouissance de la liberté d'expression dans le respect de l'ordre public. Ça me permet de vous dire que la liberté d'expression, c'est le droit d'opiner, de penser, de critiquer tout ce que l'on considère comme important pour soi en rapport avec la direction des affaires publiques, en rapport avec la société civile, en rapport avec l'environnement, en rapport avec tous les faits de société sans être inquiété et sans aussi remettre en cause l'ordre public. Donc tout cela dans le respect de l'ordre public, c'est Oui. important. D'accord. Alors, cette définition étant faite, comment vous analysez ce fait nouveau, en tout cas qui fait l'actualité aujourd'hui? Je veux parler de l'affaire Sosupé. Et au-delà de ce qu'apprécie l'état général de la liberté d'expression au Bénin, Maître Agbodjo. C'est une question à laquelle on ne saurait finir de répondre parce que le phénomène des réseaux sociaux englobe beaucoup de paramètres. Alors, il faut partir déjà de l'origine des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux en 2010, 2011, 2012 ont beaucoup contribué à la chute de certains régimes dictatoriaux, considérés comme dictatoriaux. Je vais parler du régime de Ben Ali en Tunisie. Je vais parler aussi du régime égyptien. Je vais parler de l'ancien régime égyptien. Je vais parler aussi du Soudan. Je vais parler aussi de la Libye. Donc, toutes les révolutions des années 2010, aussi en Syrie, sont parties d'une certaine mobilisation sur les réseaux sociaux. Donc, l'opinion a considéré que les réseaux sociaux permettent de contourner la restriction de la liberté d'expression dans les régimes dictatoriaux. Mais dans les régimes démocratiques, les réseaux sociaux permettent de lancer le débat public. Vous voyez, donc, les réseaux sociaux, selon la nature du régime, peuvent être utilisés à bon escient ou peuvent être aussi mal utilisés. Donc, sur le principe, les réseaux sociaux ne sont pas mauvais. C'est l'usage qu'on en fait selon la circonstance, selon, je vais dire, l'urgence ou selon les besoins que l'on peut penser selon les positions que les réseaux sociaux ne sont pas bons, les réseaux sociaux ne contribuent pas à l'expression démocratique. Mais je pense qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, pour le cas du Bénin, ont contribué à l'alternance au pouvoir en 2016. Nous avons tous été au Bénin, puisque nous avions vu
au Bénin en 2015, en 2016, que même, je vais dire, les campagnes se faisaient sur les réseaux sociaux. Des informations qui n'étaient pas accessibles sur les médias publics, on pouvait les obtenir sur les réseaux sociaux. Et c'est un secret de polichinelle. Donc, je pense que aujourd'hui, il faut quand même le dire. L'expression libre sur les réseaux sociaux a été restreinte. J'en veux pour preuve le vote du code du numérique qui réprime l'infraction de harcèlement par le biais de la communication électronique, qui pour moi est un recul. Est une atteinte à la liberté d'expression si on doit s'en tenir à la définition stricte de la liberté d'expression. Vous indexez tout de suite le code du numérique. Mais vous savez que le numérique reste un défi mondial. Maître Renaud Agbojo, ne pensez-vous pas qu'un cadre légal est nécessaire justement pour réguler l'espace numérique et prévenir surtout les dérives comme les fausses nouvelles ou les appels à la violence? Je suis d'accord avec vous. La régulation n'est pas synonyme de la restriction. Parce que je fais une conception simple. Est-ce que le débat public, est-ce que la critique d'une direction des affaires publiques doit être considérée systématiquement comme une menace? Qu'est-ce qui vous fait penser que c'est systématiquement considéré comme une menace alors? Parce que vous allez remarquer qu'aujourd'hui, la plupart des activistes des réseaux sociaux qui sont poursuivis ou qui ont été poursuivis devant la criette, qu'ils aient été arrêtés au Bénin ou à l'étranger, la plupart de ces activistes ou de ces acteurs politiques qui sont poursuivis sur la base de cette infraction-là n'ont jamais fait l'objet de convocation préalable. Ils ont systématiquement été interpellés sans convocation préalable en violation du code de procédure pénale qui définit que le principe c'est la liberté et la détention l'exception. Donc je dis, est-ce que la critique doit être considérée systématiquement comme une menace ou une atteinte qu'on appelle ça, à l'ordre public? Si vous le prenez par ce bout, on vous demandera si ce sont toutes les personnes qui critiquent qui sont systématiquement interpellées. Oui, mais est-ce que celles qui sont interpellées menaçaient? Ou bien c'est parce que les critiques étaient beaucoup plus pointues que celles qui ne sont pas arrêtées, qu'on a trouvé en elles qu'elles étaient peut-être, je vais dire, elles éclairaient beaucoup plus davantage l'opinion parce que, laissez-moi vous dire, le droit à l'information est consacré par notre Constitution. Bien sûr. Donc, l'accès à l'information est un droit consacré. Donc, l'information peut ne pas être juste. L'information peut être erronée. Mais est-ce pour autant qu'il faut réprimer de manière violente une personne qui peut se tromper de bonne foi? Parce que la bonne foi se présume. Il appartient à la personne qui dit que vous m'avez harcelé ou vous m'avez diffamé, de vous dire en quoi vous l'avez diffamé. Encore qu'aujourd'hui, avant le vote du code du numérique, nous avions un code de la communication qui réprime le délit de diffamation. Et justement, c'est ce qui a permis de considérer que le Bénin faisait partie des bons élèves en matière de liberté de la presse. Aujourd'hui, je considère que le Bénin, depuis 2016, force est de constater que le Bénin a régressé dans le dernier classement de Reporters sans frontières. Donc, j'estime aujourd'hui que la régulation de l'expression sur les réseaux sociaux ne doit pas être un prétexte pour restreindre la liberté d'expression. Vous avez dit tout à l'heure que la personne qui publie une fausse nouvelle peut se tromper par bonne foi peut-être, mais s'il se trompe et perturbe déjà l'ordre public, est-ce normal dans la régulation que vous pensez? Oui, mais justement, Madame Angèle, quand vous dites si la personne se trompe et perturbe l'ordre public, qui ne s'est jamais trompé? Qui ne s'est jamais trompé? Là, on aurait créé la psychose au nom d'une erreur d'une personne et on reproche à la justice de chercher à l'écouter. Non, mais justement, est-ce que la justice peut écouter sans enfermer? Il y a des cas on écoute des gens et on les met sous convocation. Non, ce n'est pas est-ce que la justice, pourquoi la justice arrête et emprisonne systématiquement des personnes dont les critiques ne sont pas appréciées
par le régime Pourquoi en vous dites place. systématiquement? Parce qu'il y a des cas qui ont été mis sous convocation, comme je le Lesquels? disais. Bon, le tout dernier dont je me rappelle peut-être, c'est celui du président du NFN, je pense bien. Oui, je l'ai Je pense que assisté. justement, il a été Mais placé sous convocation, je crois. C'est il a vous, été, il n'a pas fait l'objet, il a été interpellé. justement, Non, ça reste de l'opposition. non, j'en viens. Il n'a pas été convoqué à l'OCRC. Il a été interpellé, il a fait 8 jours de garde à vue. Donc, il a été privé de sa liberté. Dans les règles normales connues, parce que la garde à vue ne sait que jamais 8 jours, ça on connaît tous. Non, non, c'est le principe même de la garde à vue qui pour nous pose problème. Ah, d'accord. Parce que la restriction de la liberté, ce n'est pas seulement le mandat de dépôt. La restriction de la liberté d'aller et de venir commence déjà par une garde à vue que nous jugeons contraire au principe. Parce que la critique, dites-moi, un acteur politique tel que le président Là, ça, ce n'est qu'un exemple. Hein, oui, c'est un exemple parmi tant d'autres. Un acteur politique, président d'un parti politique, est-ce que vous pouvez critiquer pendant 1 heure de temps, est-ce que vous pouvez critiquer un régime en place, un pouvoir exécutif, sans que l'on puisse déceler en 2 phrases que vous avez harcelé ce régime-là? Pendant 1 heure. Est-ce que c'est le régime? Non. J'avoue qu'il y a dans le dossier, moi je ne le connais pas. Oui, c'est le régime ou une personne qu'on dit un acteur du régime. Je dirais alors, je dis régime parce que c'est un acteur du régime qui était la victime. On est d'accord? Donc, est-ce que manifestement, une personne dotée de tous ses sens, acteur politique, président d'un parti politique, qui plus est de l'opposition, peut critiquer un régime exécutif pendant 1 heure, sans qu'on puisse déceler en quelques lignes, en quelques phrases qu'il a harcelé? Quand vous le dites comme ça, c'est comme si c'est la... C'est humainement impossible. Une fois, on l'a interpellé. Oui, mais c'est un acteur politique. C'est humainement impossible. C'est pour vous dire quoi? Que le harcèlement, c'est quelque chose qui doit être d'abord récurrent. Mais lorsque vous êtes... Excusez-moi un instant. Si c'est récurrent, que faites-vous du droit de la personne harcelée? Oui, mais justement, je vais répondre à votre question. Oui. Lorsque vous êtes à la direction des affaires publiques, lorsque vous êtes un homme politique, vous êtes d'abord un personnage public. Oui. Mais lorsque vous dirigez les affaires publiques, vous dirigez des affaires qui intéressent la communauté. Donc, ce n'est pas un bien personnel que vous dirigez un bien public. Donc, vous avez une obligation de rendre compte. Maintenant, si dans votre gestion quotidienne, un opposant politique ou bien un critique, un membre de la société civile décèle, je veux dire, une mal-donne, est-ce qu'il a le droit de critiquer? Il a bien sûr le droit de critiquer. À charge pour lui d'en répondre au cas où. Non, ça c'est le principe. Donc, on est là-dessus. Nous faisons le débat du principe. Est-ce que on part du principe qu'il a le droit de critiquer? S'il a le droit de critiquer, est-ce que l'erreur dans la critique doit être sanctionnée par une arrestation systématique? Parce que celui qui est critiqué est devant le média où la critique a été portée, a un droit de réponse qu'il peut exercer et peut saisir le tribunal pour un cas de diffamation ou diffamation en ligne. Mais pourquoi la nécessité de faire interpeller systématiquement sans convocation? Pourquoi la nécessité de systématiser la mesure de détention préventive? En réalité, c'est une mesure, ces pratiques sont en réalité des mesures de dissuasion de la liberté d'expression. C'est le ressenti général dans l'opinion. Ce n'est pas nécessaire. Nous pensons que ce n'est pas nécessaire et cela ne participe pas à l'éclosion du jeu démocratique. Et je vais finir là-dessus en reprenant 2 expressions du chef de l'État lorsque il concourait à la magistrature suprême. 2 expressions du chef de l'État qui aujourd'hui sonnent dans l'esprit des Béninois comme de belles réparties. La première expression, c'est de dire « je préfère une presse qui dérape ». Il l'a dit dans un hôtel de la place, il a dit « je préfère une presse qui dérape plutôt qu'une presse inexistante ». Deuxième expression, il a dit « sans la liberté d'expression, il n'y a pas de compétition politique. Et sans la compétition politique, il n'y a pas de démocratie. Oui. » Madame, tout est dit. Tout est dit. Je peux comprendre qu'à l'exercice du pouvoir d'État,
on se rend compte qu'il y a des choses que l'on n'a pas prises en compte, il y a des réalités auxquelles on est confronté qui font que il faut réguler, mais aller jusqu'à restreindre les libertés d'aller et de venir, juste parce que une critique a été faite. Mais je dis alors, on ne peut pas traiter, on ne peut pas criminaliser la parole politique. Ah, c'est l'impression que vous avez? Bien sûr, parce que l'arrestation. Comment la criminaliser? L'arrestation, oui. La détention provisoire, pour nous, est une forme de criminalisation de la parole politique. Mais là, c'est peut-être la loi qui l'a prévu. Mais qui vote la loi? Justement, Madame, du parti Les Démocrates. Mais qui vote la loi? Le parti Les Démocrates n'a jamais voté. Non. Le code du numérique. Non, je ne dis pas que le parti il a voté. C'est une formation politique. Absolument. Justement, qui est au Parlement, donc peut proposer des initiatives de correction. Encore que le code de numérique doit être actuellement dans un circuit. Mais nous avons proposé, justement, le parti Les Démocrates a proposé une révision du code du numérique, justement les dispositions de l'article 550 du code numérique, en demandant d'abroger la disposition qui systématise la détention provisoire en matière d'harcèlement par voie de communication électronique. En droite ligne des recommandations du dernier examen périodique universel, oui. au terme duquel le gouvernement béninois s'est engagé à abroger le harcèlement par le biais d'une communication électronique. Bon, abroger, c'est trop dire, mais relire le code du numérique. Non, mais pour ne pas que la détention soit systématique, pour ne pas que la détention soit la sanction. Sinon, on ne serait plus dans un espace de liberté d'expression. La détention en matière de harcèlement par voie électronique, comme je le disais, c'est une mesure dissuasive. Et ça fait que tout le monde se tait. Les gens se taisent. Vous vous taisez, maître Magbo? Non, je dis les gens se cachent plutôt. Les gens se taisent. Vous vous cachez. Oui, je peux le formuler. Oui. Vous vous cachez également? Non, moi je ne me cache pas parce que... Donc si vous ne vous cachez pas, il y en a d'autres qui s'expriment. Non, vous savez, chaque jour qui passe, quand je sors d'un entretien politique, quand je sors d'une émission, mais je reçois des coups de fil. Je reçois des coups de fil. Ah, on me dit, et les avis sont partagés, hein. Des fois, on me dit, ah, mais Maître Agbodjo, tu as été un peu trop virulent aujourd'hui. Ah, il faut faire attention, hein. Des fois, on me dit, Maître Agbodjo, ah, aujourd'hui, là, tu as été trop gentil avec le régime. Ah, non. Bon, peut-être que les gens vont penser que non, oui, tu n'es pas trop... Donc, ça pour vous dire quoi? Que il y a une psychose générale. Ça, c'est le principe aujourd'hui. C'est un postulat, c'est un constat. Il y a une psychose générale sur le fait que l'expression publique est de plus en plus criminalisée. Pour peu que vous dites une chose qui dérange une personne qui a des ambitions politiques à terme, pour peu que vous dites une chose sur une personne, que ce soit même de l'opposition ou de la mouvance, parce qu'il y a aussi des personnes de l'opposition qui ont saisi la criette pour harcèlement par le biais d'une communication électronique. Donc, c'est pour vous dire, en réalité, nous ne faisons pas de fixation sur tel acteur politique ou tel autre. Nous disons que c'est une disposition, c'est une loi qui n'est pas bonne en son article 550 et sur laquelle il faut légiférer pour pouvoir mettre toutes les parties à équidistance. Alors, je vais finir en vous disant, les médias, si tous les partis politiques, par exemple, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, si tous les partis politiques avaient un égal accès aux médias publics, est-ce que vous pensez que, je vais dire, l'intérêt d'aller rechercher l'information qu'on n'a pas retrouvée sur le média public, d'aller rechercher l'information qu'on n'a pas retrouvée sur les médias publics, sur les réseaux sociaux, est-ce que ça allait prendre une telle ampleur? Non, ceci ne peut pas justifier cela, Maître Renaud Agbodjo. Mais vous pensez que les militants des partis de l'opposition ne souhaitent pas que leur parti soit invité à la SRTB? Mais à la dernière fois, la demande, on l'a opposé une fin de la dernière fois, qu'une activité politique d'un membre des partis de l'opposition a été diffusée sur le média public. Est-ce que vous le savez? Moi, je ne le sais pas. Moi, je ne le sais pas. Il y a eu des invitations. Il y a eu des invitations des partis de l'opposition adressées aux médias publics. Mais le média public n'est jamais venu, n'a pas couvert. Donc, c'est un média public. En la matière, vous n'avez pas un droit à réclamer là? Nous avons fait des réclamations. Sans suite. Sans suite. D'accord. Et aujourd'hui, nous sommes blasés, nous n'en faisons plus. Nous n'en faisons plus et
je ne le dis pas pour justifier les dérives des réseaux sociaux. Je dis que le mal, si mal il y a, il n'a pas été traité en amont. On s'est attaqué aux conséquences au lieu d'aller rechercher les causes et travailler sur les causes. Ça, c'est votre analyse sur l'expression, la liberté d'expression en général. Je vous demandais comment vous appréciez l'affaire actuelle du cas de Monsieur Hugues Coman Sossoupé. Oh, je l'apprécie comme étant un citoyen qui observe de loin. J'aurais pu entrer dans le dossier parce que j'ai été contacté par certains membres de la famille et j'ai eu à poser des actes dans une certaine mesure pour m'assurer d'un certain nombre de choses, d'un certain nombre d'éléments d'information. Mais en définitive, je suis hors du dossier. Mais je pense que ce qui arrive à Monsieur Komlan Hugues Sossoupé est une situation assez regrettable quand même. Je dirais même très regrettable. Parce que quand on considère tous les moyens d'État déployés pour interpeller en dehors des frontières de notre pays un citoyen, c'est c'est comme si ce citoyen-là, on va dire, c'est un criminel de guerre, c'est un citoyen qui a été lancé une certaine fatwa. Donc, je pense qu'on a déployé toute une armée, toute une armada de sécurité avec, je vais dire, une aide étrangère pour arrêter un citoyen à cause de la critique. Excusez-moi pour poser la question. Vous étiez là à son interpellation? Madame, Tel que vous le décrivez, c'est tout comme si vous avez vécu ça en live. Madame, Reporters sans frontières a fait une déclaration. Le collectif des avocats de M. Komlan Hugues Sossoupé également a fait une déclaration retraçant les conditions dans lesquelles ce citoyen a été, je ne dirais pas enlevé, je dirais a été interpellé illégalement dans un hôtel en Côte d'Ivoire, alors qu'il était... C'est quoi vous appelez illégalement? Je vais en venir. D'accord. Alors qu'il a été invité officiellement par les autorités ivoiriennes, par un ministre en fonction pour une activité officielle. Mais pensez-vous, et il a été invité en tant que directeur de publication de l'organe Olofofo. Pensez-vous que, soit de deux choses l'une, soit c'est un guet-apens et il fallait servir le prétexte de cette invitation pour qu'il soit dans un territoire où on peut facilement mettre la main sur lui, ou l'État béninois a su que l'État ivoirien l'a invité, l'information a fuité et s'est précipité en Côte d'Ivoire pour mettre la main sur lui. Sauf que des informations que moi j'ai et des recoupements que moi j'ai, c'est que nous avons sollicité un confrère ivoirien qui a fait le tour de tous les commissariats de police d'Abidjan le lendemain de l'arrestation de M. Komlan Hugues Sossoupé pour vérifier si une unité de police a reçu l'arrestation ou a participé à l'arrestation de M. Komlan Hugues Sossoupé. Je vous assure qu'aucune unité de police à Abidjan n'a confirmé l'arrestation de M. Komlan Hugues Sossoupé, alors qu'il logeait à l'hôtel Palm Club d'Abidjan. Et le directeur du service de sécurité de l'hôtel Palm Club d'Abidjan je vais dire, a fait une rétention d'informations à l'égard de la famille de M. Komlan Hugues Sossoupé, parce que dans un premier temps, il a été dit à la famille de M. Komlan Hugues Sossoupé que M. Komlan Hugues Sossoupé serait à la police scientifique au plateau. La famille de M. Komlan Sossoupé s'est rendue à la police scientifique, il n'y était pas. Là-bas, on leur a dit qu'aucune trace de M. Komlan Hugues Sossoupé et que ce nom ne leur disait rien. Il est revenu à l'hôtel Palm Club où avec un officier de police judiciaire, je me garde de dire le nom de cet officier de police judiciaire, ivoirien qui s'est mis aussi à la recherche de M. Komlan Hugues Sossoupé. Et cet officier de police judiciaire est entré en contact avec le directeur de la sécurité de cet hôtel, l'hôtel Palm Club. Et ce directeur, ils ont échangé pendant 5 minutes. Et l'officier revient dire aux membres de la famille que allez voir la brigade de recherche.
que c'est la brigade de recherche qui s'occupe du dossier de votre frère. Mais figurez-vous que le frère est reparti à la brigade de recherche. Là-bas, on lui a servi la même information, aucune trace, et que ce nom ne leur disait rien. Donc, qu'est-ce que cela suscite? Qu'est-ce que cela peut susciter? Il y a plusieurs éléments dans ce dossier qui laissent vraiment penser que M. Komla X Soussoupé a fait l'objet d'un guet-apens bien organisé, avec des moyens étatiques qui ont été, je vais dire, mis ensemble par deux États. Vous avez parlé d'arrestation illégale, je vous demandais ce que vous entendez par là. Oui, parce que, ce qui circule, parce que M. Komla X Soussoupé ne peut pas être arrêté dans un territoire étranger sans que le pays ne fasse une déclaration pour dire nous l'avons arrêté, nous l'avons remis à telle unité, nous l'avons remis à Interpol. Mais aujourd'hui, est-ce que vous savez si c'est Interpol qui l'a remis aux autorités béninoises? On ne sait pas. C'est dans ces éléments que vous trouvez que c'est illégal. Oui, mais M. Komla X Soussoupé, en plus de ce que on n'a aucune information sur les conditions de son arrestation, M. Komla X Soussoupé a le statut de réfugié. Cela l'absous de tout. Mais quelle est la conséquence du statut de réfugié, madame? Dites-moi, maître Renaud Agbodjo. Non, vous savez, c'est ce que je disais. L'ordre public n'est pas un prétexte pour l'arbitraire. Parce que même si vous êtes le plus grand bandit, lorsque vous êtes arrêté sur un territoire étranger, avant que l'on puisse vous extrader, l'on doit vous présenter à un juge. M. Komla X Soussoupé a demandé à être présenté à un juge. Cela n'a pas été le cas. C'est déjà illégal. Des avocats l'ont recherché et ont demandé à ce qu'il soit présenté à un juge. Aucune trace de son arrestation ne figure dans un procès verbal d'arrestation en Côte d'Ivoire aujourd'hui. En tout cas, cela n'a pas été présenté à ses avocats au jour d'aujourd'hui. C'est déjà illégal. Et cela rend déjà un juge ici au Bénin. On ne peut pas extrader une personne sans le présenter, à tout le moins, à un officier de police judiciaire de l'état d'arrestation. Et lorsqu'il demande à être présenté à un juge, cela doit être systématique. D'accord. C'est de là que nous disons, à tout le moins, qu'il y a illégalité dans son arrestation. D'accord. Bon, on n'a pas entendu les avocats qui sont dans le dossier s'en prendre à la procédure, hein, sauf si ce sont mes oreilles qui ne l'ont pas entendu. Ils ont fait un communiqué et le communiqué laisse penser forcément que... Laisse penser. Non, le communiqué... On connaît les avocats, généralement, vous ne faites pas économie de mots. Hein. Quand il s'agit de vous positionner par rapport à une procédure que vous n'appréciez pas, vous êtes clair là-dessus. Non, mais les quand avocats... ça commence à se laisser penser... Non, les avocats ont été clairs. Bien. Les avocats ont été clairs parce que est-ce que M. Komla X Soussoupé en Côte d'Ivoire a été présenté à un juge? C'est non, là je suis péremptoire. Cela fait déjà de son arrestation et de son extradition quelque chose d'illégal. Vous évoquez tout à l'heure son statut de réfugié. Je vous demandais si cela était une immunité contre toute chose. Pourtant, le Bénin, d'après les avocats, a eu à décerner un mandat international d'arrêt contre lui. C'est ce qu'on leur a présenté, en tout cas pour justifier son arrestation. Ce mandat n'est pas valable à votre yeux, maître Renaud Agbodjo? Oui, mais le mandat d'arrêt international ne doit pas être utilisé sans respect du droit international. D'accord. Parce que le mandat international, qui exécute le mandat international? C'est Interpol. Ce n'est pas le gouvernement béninois, au mépris des règles du pays étranger, qui va aller arrêter un citoyen en pays étranger, sans passer par Interpol, sans passer par la police de ce pays étranger-là. Donc, s'il y a eu coopération entre polices, mais quelle est la forme de coopération qu'il y a eu? C'est ce que nous demandons, c'est ce que les avocats de M. Komla X Soussoupé demandent. Il n'y a aucune trace de ce qu'il y a eu coopération policière à l'international. Certainement que le procureur va répondre à cette préoccupation. Ça fait une semaine, hein, il n'a pas encore répondu. Il a encore le temps. Il a encore le temps. Ah bon? Peut-être qu'il n'a pas encore tous les éléments à présenter. En tout cas, bon, il a le temps. Vous savez mieux que moi. Allez, revenons à ce statut de réfugié. Il y a beaucoup de choses qui ont circulé sur les réseaux sociaux concernant ce statut de réfugié. On parle de convention de Genève, etc. On est allé sortir beaucoup de documents. Bon, si on s'attarde même sur cette convention de Genève, est-ce que
spécifiquement, la Convention de Genève interdit l'extradition. La Convention de Genève n'interdit pas Alors, l'extradition. de quoi on parle quand on Oui, se mais réfère à cette convention? oui, mais la Convention n'interdit pas l'extradition, mais la Convention de Genève Oui. interdit l'extradition en violation des droits du réfugié. Mais est-ce que M. Komlan Uk-Sosukwe, réfugié togolais, qui est invité par les autorités politiques officielles de la Côte d'Ivoire, devait être refoulé devait être refoulé au Bénin ou au Togo? A-t-il été refoulé? Mais, C'est pas un refoulement, attendez. oui. Vous êtes un juriste, vous connaissez mieux les concepts que moi. Hein? Oui, j'ai été même gentil en employant le mot refoulement. Parce qu'à la limite, c'est ce qui devait être fait. Il aurait dû être refoulé au Togo. Il aurait dû être refoulé au Togo si sa présence était indésirable en Côte d'Ivoire. C'est en cela que l'opinion publique qui pense qu'il a été, je vais dire, conduit dans un traquenard, dans un guet-apens, le dit à juste titre. Parce que, sur quelle base, moi la question que je me pose, sur quelle base le gouvernement ivoirien a invité M. Komlan Uk-Sosukwe? Si la base est biaisée, il aurait pu s'abstenir de répondre favorablement. Oui, donc ça veut dire que vous confirmez. Donc vous confirmez. Non, à votre lecture, c'est sur quelle base? L'intéressé y a répondu. Non, madame. Oui. Vous ne pouvez pas. Si vous dites ça, ça veut dire que vous êtes en train de légitimer l'arbitraire des pouvoirs d'État. Attention, maître Renaud Bodjo. Vous dites qu'il aurait dû s'abstenir. Si c'était biaisé, s'il ne le sentait pas. Oui, mais il était l'a-t-on forcé à y aller? Moi, je pose des questions. Je vais vous dire. Oui. Quand vous êtes invité par un ministre chargé du numérique, en fonction, signez une invitation officielle signée du ministre qui vous invite à participer à un colloque ou à, je vais dire, un colloque sur le numérique. C'est d'abord un intérêt que le ministre vous porte. C'est d'abord un intérêt que l'État vous porte. Et M. Komlan Uk-Sosukwe n'était pas à sa première conférence internationale. Il s'est rendu pour le même objet aux États-Unis quelques semaines avant. Il y a même une photo qui circule sur les réseaux sociaux où on le voit en présence du procureur spécial. Oui. Mais justement, pourquoi le Bénin n'est pas allé l'arrêter aux États-Unis? Pourquoi on n'est pas allé l'arrêter aux États-Unis? C'est peut-être parce qu'on a compris que les États-Unis sont beaucoup plus respectueux des droits des réfugiés politiques. Donc, en réalité, cela renvoie une mauvaise image de nos États. C'est ça, c'est ce qui est déplorable en fait. Et je ne suis pas content pour ce que les gens disent de notre pays. Quand vous écoutez les organisations non gouvernementales en matière de défense des journalistes, Reporters sans frontières qui revient à la charge, le journal Le Monde qui en a parlé, France 24 qui en a parlé, tous les organes de presse les plus importants au monde parlent aujourd'hui du Bénin comme non respectueux de la liberté de la presse. Vous verrez que dans quelques semaines, le prochain classement de Reporters sans frontières, nous allons perdre au moins une dizaine de places. Est-ce que cela honore la presse béninoise? La HAC garantit la liberté de la presse. Elle doit l'encadrer. Mais elle ne doit pas faire en sorte que la liberté de parce que il y a un thème, il y a une expression à laquelle je tiens beaucoup en matière de liberté de la presse, qui dit ceci: la liberté de la presse permet de vérifier l'existence de toutes les autres libertés à travers la diversité de l'information. C'est à travers la diversité de l'information que l'on peut savoir si les autres libertés, liberté d'opinion, liberté de religion, liberté dans la direction des affaires publiques, liberté d'expression existent. Donc, si l'information est encadrée au point où c'est une seule ligne d'information qui est véhiculée dans l'opinion, pensez-vous qu'on pourra parler de liberté de la presse? On aurait dit presse tout court. Liberté alors rimerait-elle, selon vous, du laisser-faire? Le laisser-faire ne doit pas être interprété comme la restriction pour la disparition de la diversification de l'information. Vous ne répondez pas à la question. Hein. Non, je réponds à votre question.
Je dis, la régulation ne doit pas être la restriction pour la disparition de la diversification de l'information. Mais le Washington Post, Oui. le New York Times, c'est deux organes de presse qui appartiennent à deux partis politiques différents. Libération, en France, appartient au Parti socialiste. Donc, la presse ne peut être que libre si la démocratie doit exister. Et quand une presse insère dans l'opinion une information qui n'est pas vérifiée, le droit permet à la personne diffamée de saisir la justice. Mais ce n'est pas pour autant que l'information n'est pas vérifiée qu'il faut criminaliser l'information. Pourquoi quand justement on cherche cette personne afin de l'écouter sur ses publications, il y a ce lever de bouclier tel que, bon, je ne veux pas vous citer, en tout cas, tel que certaines personnes se positionnent aujourd'hui. Est-ce que ça laisse la main à la justice de faire son travail? Oui, mais parce que la justice elle-même renvoie le sentiment que elle est, je vais dire, un épée de Damoclès, où elle est en réalité, je vais dire, oui, un épée de Damoclès sur la liberté d'expression. Mais je vais peut-être être pas gentil. Qu'est-ce que la criette a à voir avec le harcèlement par le biais d'une communication électronique? La définition de la criette, qu'est-ce que c'est? Cours de répression des infractions économiques et du terrorisme. Dans le cours de répression des infractions économiques et du terrorisme, vous avez retrouvé dedans le harcèlement par voie d'une communication électronique. À la base, la criette n'a pas été créée pour réprimer le harcèlement par le biais d'une communication électronique. Ça a été une prérogative qui a été rajoutée, je pense. Oui, on a étendu, justement. Mm. Et c'est ce qui légitime la pensée de l'opinion pour dire que la criette est un instrument judiciaire pour réprimer. Finalement, ça ne va que dans un seul sens, hein. Maître Renaud Agboudou. Non, ça va dans un seul sens. Ça va. Quand on cherche à comprendre une situation, c'est fini. Justice, non, mais la criette, justice aux ordres, etc. C'est le pouvoir. Que faites-vous du respect de nos institutions? Non, madame, madame, quand vous dites, là, vous êtes en train de déplacer le débat. Non, pas du tout. Moi, je fais un débat de principe. Le principe, c'est quoi? Est-ce que les institutions, à travers les personnes qui les incarnent, sont au-dessus des lois fondamentales ou des droits fondamentaux et des droits humains? Le droit à la vie, le droit à la liberté d'aller et de venir, la liberté d'expression, la liberté d'opinion. Est-ce que ce ne sont pas les institutions elles-mêmes qui doivent garantir l'exercice de ces libertés-là? Dans le respect, évidemment, de tout le monde. Mais je dis en réalité que, et je reviens là-dessus, est-ce qu'on avait besoin de déférer la connaissance du harcèlement par le biais d'une communication électronique à la criette? Quel est l'objectif visé? On n'en est plus là. Puisque nous en sommes là. On n'en est plus là. Non, nous en sommes là. Parce que la criette n'a pas été créée en 2018. On nous a dit que la criette est créée pour lutter contre les détournements de deniers publics, pour lutter contre le terrorisme. Et là, je suis pleinement d'accord. Que ce soit la criette ou les tribunaux ordinaires, et sur cette question, c'est une affaire devant les juridictions. Et sur cette question, et là-dessus, je suis parfaitement en phase avec les pouvoirs publics sur le fait que la criette, dans la répression des infractions liées au détournement de deniers publics, je suis parfaitement en phase. La criette joue malgré tout un rôle efficace. Parce que aujourd'hui, lorsque vous mettez la main sur les fonds publics et que vous êtes découvert, vous savez très bien que vous ne bénéficierez pas d'un traitement de faveur. Mais ça doit s'arrêter là. Et je vous demande, que ce soit la criette ou les tribunaux ordinaires, il y a une différence. Mais déjà, dans ce cas, pourquoi n'avoir pas laissé la compétence de la connaissance du harcèlement par le biais d'une communication électronique dans le giron des juridictions ordinaires? Bon, d'accord, on peut vous concéder cette question. Non, mais c'est une... On peut vous la concéder. Non, en fait, madame, et je vais chuter là-dessus. Moi, c'est mon opinion. Oui. C'est mon opinion. Oui. J'ai comme le sentiment que la criette, sachant bien qu'elle est assez rigide dans le traitement des dossiers qui lui sont déférés, on en a ajouté d'autres infractions, notamment le harcèlement par le biais d'une communication électronique, pour davantage museler l'opinion critique
contre le régime. Ça, Ça, on c'est va- l'opinion la on plus va partagée. venir Oui, là-dessus. non, c'est l'opinion On la va plus venir. partagée. C'est l'opinion la plus partagée. Et cela n'est pas de nature à faciliter l'éclosion de notre démocratie. Notre démocratie et notre constitution dans son préambule dit clairement que le peuple béninois s'oppose à toute forme de régime basé sur l'arbitraire, basé sur la dictature, basé sur le musellement des droits. Donc, le dire, réclamer plus de liberté d'expression, ce n'est pas être contre le président Patrice Talon, ce n'est pas être contre le pouvoir de la rupture, c'est dire que les Béninois sont attachés à la liberté d'expression. Les Béninois sont attachés à la démocratie. Sans, et je le répète, parce que c'est fondamental, je reprends les propos du chef de l'État. Ce que vous avez évoqué tout à Oui, l'heure. c'est fondamental. On l'a entendu, Parce que mais- je suis d'accord avec le chef de l'État quand il disait que sans liberté d'expression, il n'y a pas de compétition politique. Et sans compétition politique, il n'y a pas de démocratie. Je suis d'accord avec lui. Je veux tout simplement qu'il traduise cela dans les faits. Et c'est ce que les Béninois demandent. Partout où besoin sera, il faut que l'on puisse traduire dans les faits cette question de compétition politique pour renforcer la démocratie. Et je vous demandais tout à l'heure si liberté rimait avec laisser faire. Vous avez donné une réponse plus ou moins philosophique. J'ai donné une réponse juridique, madame. Bon, d'accord. Vous avez donné une réponse juridique, maître Renaud Agbodio, puisque l'objectif aussi de nos échanges ce matin, c'est de comprendre, d'apprécier la responsabilité de ces acteurs qui expriment leur liberté. Alors, maître Renaud Agbodio, est-ce que dans l'expression de la liberté, cela se fait sans responsabilité? Quand certaines personnes dans l'opinion ont un positionnement qui presque défie, on va dire, le fonctionnement des institutions, est-ce qu'on ne dédommage pas un peu ces acteurs qui opinent au nom de leur liberté, de leur responsabilité qui devait accompagner l'expression de cette liberté-là? Sur le principe, je disais tout à l'heure qu'il n'y a pas de liberté d'expression sans respect de l'ordre public. Justement. Pour moi, c'est un postulat. Mais donnez-moi les faits, moi je vous donnerai le droit. Donc il ne faut pas généraliser ou il ne faut pas, je vais dire, partir d'un cas isolé pour généraliser. C'est ça en fait le problème. Donc ce n'est pas parce que vous avez un problème personnel avec un journaliste ou bien avec un critique que vous allez restreindre la liberté de l'ensemble d'une population. Donc, si une personne a fauté, il faut sanctionner cette personne. Mais il ne faut pas, parce que on craint que cet élément de langage soit repris dans l'opinion, ce n'est pas pour ça qu'on va renverser les principes, transformer les principes en exceptions et les exceptions en principes. Donc, en réalité, aujourd'hui, mais au nom de ce que il faut respecter l'ordre public, aujourd'hui, les gens n'ont peur de parler. Bon, est-ce que c'est ça l'objectif du législateur de la Constitution? Est-ce que l'objectif du législateur de la Constitution, c'est que les Béninois aient peur de parler, ou bien les Béninois... de parler, mais à charge de vous d'en répondre aux besoins. Est-ce que c'est l'heure de ne plus parler? Oui, mais c'est ce que je dis. Madame, est-ce que répondre, justement, quand on demande à quelqu'un de répondre des déclarations qu'il a faites, est-ce que cela dispense le procureur ou l'action publique du respect des droits de la défense ou des droits de l'homme? Non, mais c'est là le débat de principe. Répondre aux actes que vous avez posés, mais dans le respect des droits fondamentaux de la personne qui est poursuivie. Mais si une personne sait que on va me poursuivre sans respecter le minimum des droits qui me sont reconnus et garantis par la Constitution et les conventions internationales en matière de droits de l'homme, pourquoi voulez-vous qu'ils se mettent à la disposition? Donc, on viole le droit de toutes les personnes qu'on interpelle afin de les écouter sur des faits? C'est ce que vous dites? Je n'ai pas dit toutes les personnes. Je dis les acteurs... Vous semblez généraliser cela. Non, je dis les acteurs politiques critiques de l'opposition, les acteurs de la société civile, critiques du régime plutôt. Les acteurs politiques critiques du régime ou les acteurs de la société civile critiques du régime. Il y a un traitement, mais justement, ce que je voudrais aussi faire remarquer. Pourquoi il y a un traitement différencié selon que les activistes des réseaux sociaux s'attaquent au président Boni Yayi, l'insultent
sur les réseaux sociaux, le procureur voit, il ne dit rien. On insulte monsieur Eric Ondete, on insulte monsieur Achade sur les réseaux sociaux, le procureur ne dit rien. Ils ont porté plainte? Monsieur Julien Kandé-Kansou Oui. est poursuivi actuellement pour avoir tenu des propos qu'on a considérés comme étant du harcèlement contre des membres du gouvernement. Mais il n'y a pas eu de plainte. Ben, j'ai consulté le dossier, je n'ai pas vu de plainte, puisque je suis dans le dossier. C'est le traitement différencié selon que la critique est portée sur le régime en place ou elle est portée sur les acteurs politiques de l'opposition qui fait qu'on pense que la criette n'est pas au service de la société. Est-ce que ça, c'est pas isolé, Maître Renoir Goudjon? Ben, justement, est-ce que il faut attendre que ce soit général avant de poursuivre? Quand on se met à insulter la vie privée d'un ancien chef de l'État qui a fait 10 ans au pouvoir. Qui peut porter plainte également. Si non, le procureur ne s'auto-saisit pas, vous savez, il peut porter plainte. C'est son droit. Ça veut dire que le procureur de la République a choisi volontairement d'être aveugle. Quand je dis aveugle, évidemment, c'est pour dire que il voit que ce qu'il veut voir. Et vous me comprenez. Vous me comprenez. C'est vrai que la position d'un procureur de la République est assez délicate, puisqu'il répond directement de l'autorité du ministre de la Justice. Il n'a pas la possibilité, ce n'est pas un magistrat du siège. Mais le procureur ne représente pas un individu. Le procureur ne représente pas le ministre de la Justice, il représente la société. Donc, il vous représente, il me représente, il représente le président Patrice Talon, il représente le président Boni Yayi. Donc, au jour d'aujourd'hui, les infractions pour lesquelles on poursuit des activistes des réseaux sociaux sans même qu'il y ait plainte, il faut qu'on poursuive également des activistes qui défendent le régime lorsqu'ils s'attaquent aussi aux membres de l'opposition. Et dans ce cas, je reviendrai vous dire que madame, je félicite la criette dans le traitement, je vais dire, équitable des dossiers. Alors, est-ce que les avocats ou toute personnalité qui se connaît en droit ne serait pas encore davantage plus utile dans des sensibilisations des uns et des autres de la liberté d'expression et des responsabilités qui vont autour pour qu'on n'ait pas continuer à avoir cette impression qu'on pourchasse forcément des opposants? Moi, je pense que la première chose à faire par l'État, c'est d'inviter, c'est de rendre l'accès aux médias publics vraiment public. Voyez, vous êtes sûr que vous répondez à ma question là? Non, mais madame, oui. Tout est enchaîné. Ok. La responsabilité là, hein, vous pensez que un activiste des réseaux sociaux, on va l'inviter sur le plateau de l'ORTB, bon, de la SRTB, venir parler de ce qu'il reproche au gouvernement. Vous pensez que en direct à la télé, il va se permettre d'insulter? Il ne le fera pas parce qu'il sait qu'il est devant le premier média public. Et il sait que là-bas, il y a une audience beaucoup plus grande. Donc, ce sont les réseaux sociaux, l'espace de non-droit ou je ne sais pas comment madame, vous allez appeler. Vous m'avez interrompu. C'est pour vous dire que lorsque il est invité sur un média public, il sait que là-bas, d'abord, il y a une attitude à avoir sur le média public. Il sait que là-bas, il est regardé au-delà même des frontières. Il sait que là-bas, il y a une posture. Donc, il sait que là-bas, il doit être beaucoup plus, quand je dis professionnel, méthodique. Donc, déjà, lui-même, c'est l'honneur qui lui est fait d'être invité sur le média public, le responsabilise. Le responsabilise. Mais lorsque vous êtes écarté de l'accès aux médias publics, et que vous n'avez pas d'autres voies pour atteindre plus d'auditoire, les gens développent d'autres formes de communication. Je ne le dis pas pour justifier. C'est l'impression que ça donne. Non, mais madame, je viens. Je dis, faut pas regarder la conséquence. Il faut regarder toujours la cause. Pourquoi on ne permet pas de manière équitable à tous les acteurs, aussi bien critiques que de l'opposition, d'avoir un égal accès aux médias publics? Les journalistes qui critiquent ou qui ne sont pas, qui sont d'accord, d'avoir un égal accès aux médias publics. Madame Le Pen, Madame Marine Le Pen, Monsieur Nicolas Sarkozy. Moi, je prends le cas de Madame Marine Le Pen. Lorsqu'elle a été condamnée récemment par la justice française et on l'a condamnée à 5 années d'inéligibilité avec exécution provisoire, savez-vous que le même jour, elle a été reçue
sur TF1, sur le média public Bien français. sûr. Pourtant, c'est la première opposante du président Emmanuel Macron. Vous ne vous êtes pas demandé pourquoi? Parce que l'accès à l'information publique est de droit. C'est de droit également ici au Bénin. C'est de droit dans les textes. C'est uniquement dans les textes que l'accès aux médias publics est de droit. Mais dans les faits, ça ne l'est pas. Et je mets au défi un quelconque membre du gouvernement de rapporter la preuve contraire. Les preuves sont là. Les preuves surabondent. Donc je dis, il faut d'abord que des actes, un traitement équitable soit fait dans l'accès à l'information avant qu'on ne puisse dire, ah oui, mais on vous a quand même mis dans toutes les conditions pour que vous soyez responsable et vous ne l'avez pas fait. Mais vous savez... Maître Agbojo, j'ai un peu du mal avec ce développement, hein, parce que c'est tout comme si vous êtes en train de dire que c'est parce qu'on n'a pas accès aux médias publics que les gens se permettent de dire tout sur les réseaux sociaux. Mais parce que les réseaux sociaux, il n'y a pas de filtre. Parce qu'il n'y a pas de filtre au niveau des réseaux sociaux. Mais l'organe, le média public... C'est de la responsabilité de la personne qui publie l'information. Ici, nous sommes en train de débattre. Oui. Vous êtes en train de m'interviewer. Oui. Si je place un mot que vous jugez discourtois ou que vous jugez, je vais dire, méprisant à l'égard d'un citoyen, quel qu'il soit de la mouvance, vous avez la possibilité de censurer cela. Le mot, c'est l'obligation. J'ai même l'obligation. Mais justement, madame, et vous avez le droit et le devoir de me relever. Mais sur les réseaux sociaux, quel filtre? Est-ce qu'on a ce filtre? Mais c'est ça, je vous dis. La responsabilité doit pouvoir induire ce filtre-là. Oui, mais justement, est-ce qu'on est d'accord? Oui. Soit vous êtes de mauvaise foi, est-ce qu'on est d'accord à tout le moins sur le principe qu'aujourd'hui, les différentes sensibilités politiques du pays n'ont pas un traitement égal sur le média public et la SRTD. Quand on demande aux autres d'être responsables, il faut déjà que soi-même, on soit irréprochable. Oh, Maître Agbojo. Quand les gens ne peuvent pas parler dans les mêmes conditions à la population, ils développent malheureusement d'autres canaux d'information et le parti ne peut pas maîtriser tous ces militants qui développent tous ces canaux d'information. Bon, puisque vous le qualifiez de peu, je peux comprendre. Ce peu de temps qu'on vous accorde. Comment vous... Qui est insuffisant. Largement insuffisant. Ok, Maître Agbojo, j'accepte, mais comment vous utilisez ce peu de temps pour faire dans de la sensibilisation? On dit nul n'est censé ignorer la loi. Pour faire de cette sensibilisation-là. Moi, je ne viendrai jamais sur un espace public ou privé faire la promotion des travers sur les réseaux sociaux. Justement. Je viendrai chaque fois que besoin. Sur les réseaux sociaux, par exemple. Peut-être ils le font sans savoir qu'ils ont des limites dans ce qu'ils ont à dire ou dans le choix de lignes, d'expression, etc. Mais c'est là que vous serez utile encore davantage. Est-ce que vous savez, par exemple, ce pourquoi monsieur Julien Kandé-Kansou est poursuivi? Bon, on a entendu. Est-ce que ça mérite d'être criminalisé, ça? Surtout qu'il n'a cité le nom de personne. C'est au bon vouloir du juge. Le juge ne peut pas se baser sur son intime conviction s'il n'y a pas de plaignant. S'il n'y a pas de plaignant, il n'y a pas d'infraction. Ou peut-être c'est le procureur le plaignant. Si le procureur est le plaignant, ça veut dire que la poursuite est irrecevable. On est d'accord? Donc, ce sont ces cas de violation des droits de la défense dont je vous parlais tout à l'heure. Ce n'est pas parce qu'une personne est considérée comme avoir fauté qu'il faut mépriser, qu'il faut outrepasser ses droits. C'est ça, c'est tout simple que ça. En conclusion, sur les questions de liberté d'expression et de responsabilité, Maître Agbojo retient quoi? On retient que, d'abord, pour la liberté de la presse permet de vérifier l'existence de toutes les autres libertés. Et la régulation de la liberté de presse ne doit pas être un prétexte pour restreindre ou pour empêcher l'exercice de la diversification de l'information. Pour ce qui concerne la liberté d'expression en elle-même, elle doit pouvoir se faire certes dans le respect de l'ordre public, mais en garantissant les droits humains. Allez, on va passer au chapitre politique de nos échanges. On a encore une vingtaine de minutes pour aborder
les questions électorales, puisque vous êtes également le conseiller juridique de cette formation politique. Et depuis le 11 juillet, on entend parler que le code électoral n'est plus révisable. À la fin de la session parlementaire dernière, on a également entendu cette déclaration du groupe de presse, du groupe parlementaire Les Démocrates, qui revenait sur tout un grief concernant la gouvernance actuelle. Maître Renaud Agbodo, voici moi ma question. Est-ce qu'avec ce délai qui est passé, l'opposition est maintenant passée à autre chose et s'achemine indubitablement vers les élections à venir? Vous savez, quand j'aborde la question des élections générales à venir, je l'aborde avec beaucoup de, je ne dirais pas de tristesse, mais avec beaucoup de crainte. De crainte. Oui. Qu'est-ce qui me fait peur? Parce qu'aujourd'hui, personne ne sait aujourd'hui comment les élections vont se passer en Comment 2026. ça? Non, il y a des germes évidentes d'une hypothèse de vide juridique. Parce que vous savez, la loi, dans sa rédaction, la loi ne dispose pour l'avenir. Elle n'a pas d'effet rétroactif. Donc, quand le législateur vote une loi, la loi elle-même doit pouvoir appréhender toutes les circonstances, tous les cas de figure, toutes les hypothèses possibles. Ce code électoral-là, dans sa dernière mouture, a laissé beaucoup de possibilités de vide juridique, notamment en ce qui concerne les élections législatives. Par l'instauration de ce qu'ils appellent, le législateur appelle le mécanisme de 20% dans chacune des circonscriptions électorales, avant de bénéficier de l'attribution des sièges au Parlement. Sauf que, d'abord, il y a une violation de la Constitution. Vous allez m'aider, ensemble on va apprécier. Quand le législateur dit que pour pouvoir bénéficier de l'attribution des sièges au Parlement, il faut qu'un parti ait 20% dans chacune des circonscriptions électorales, d'autres disent dans toutes les circonscriptions électorales, ça veut dire que le seuil national, pour pouvoir bénéficier de l'attribution des sièges selon le code électoral, le seuil national est de 20%, puisqu'il faut l'aligner. D'autres disent que pour respecter l'esprit de la Constitution, les 20% doivent être appréciés circonscription par circonscription. Et de notre lecture, c'est cette deuxième interprétation-là qui nous semble la plus plausible. Puisque si l'on doit considérer que pour bénéficier de l'attribution des sièges, il faut avoir simultanément 20% dans toutes les circonscriptions électorales au même moment, donc le seuil national passe à 20%. Donc, il ne peut pas être dit, ça ne peut pas s'entendre que le seuil national pour l'attribution des sièges soit de 20% dans toutes les circonscriptions électorales, pendant que la Constitution prévoit 10%. C'est pour vous dire quoi? Que si on arrivait aux élections générales législatives de 2026 et que un parti politique, je prends même le parti UPR, a 30% dans la 15e, 27% dans la 16e, 45%, je vais dire, dans la 22e, disons, elle a au-delà de 20% dans 23 circonscriptions électorales, et que dans la première circonscription, elle a 3%, et que le parti BR a 10%, et que ces deux partis mis ensemble n'ont pas 20%, quelle est la conséquence? On reprend les élections ou bien on proroge le mandat des députés qui sont en cours? C'est ça, le vide juridique. La loi n'a rien prévu. La loi n'a rien prévu sur ce cas de figure qui est plausible de la loi. Le code électoral a prévu justement pour un peu soutenir les partis cet accord de gouvernance ou de coalition parlementaire. Il reste une possibilité pour corriger peut-être. Oui, mais elle n'appréhende pas, il n'appréhende pas, l'accord de gouvernance n'appréhende pas tous les cas de figure, madame. Est-ce que dans une élection, on peut mettre sur tous les cas de figure? Il faut d'abord aller aux élections, n'est-ce pas? Oui, mais justement, la loi a vocation à être interprétée de la manière la plus simple possible. La loi, et ça, c'est première année. Est-ce que les organes en charge d'interpréter vous ont dit qu'ils ont un problème d'interprétation? Madame, je viens. Ok.
Ce que je dis, c'est technique, c'est juridique. En première année de droit, quand on nous donne la définition de la loi et ses caractères, on dit que la loi a une portée générale, la loi a une portée impersonnelle, la loi a une portée impérative. Ça veut dire que la loi ne doit pas être édictée pour régler une situation précise, une situation particulière. De sorte que toutes les sensibilités doivent pouvoir se retrouver de manière équitable. Je vais finir pour vous dire que même quand on nous dit que nous avons passé le délai pour que la loi soit révisable, je dis non. Ok. Je dis non. Vous y croyez toujours? Mais, vous savez, quand un parti veut la paix, comme le parti qui est le nôtre, le parti Les Démocrates, dirigé par un ancien président de la République, nous ne pouvons pas nous enfermer dans des considérations qui n'ont pas empêché aussi le pouvoir en place de modifier la loi alors que le délai de modification de la loi électorale était passé. Je prends le cas de 2020. Nous étions en pleine élection communale lorsque, après le résultat des élections, les gens sont retournés au Parlement pour déférer la désignation des maires au parti. Bien. Et c'est pour ça justement que nous, dans notre posture, étant membres de cette classe politique, nous continuons d'appeler à ce consensus-là pour que même si nous avons passé le délai légal de moins de 6 mois qui nous empêchait de modifier la loi électorale, nous puissions aller même à la veille des élections législatives à ce consensus qui nous permettra de permettre à toutes les sensibilités de se retrouver au Parlement. Parce qu'il est inacceptable. Le Parti des démocrates, je ne crois pas, va accepter qu'on se retrouve dans une hypothèse d'un Parlement monocolore. Les Béninois n'en veulent plus. Vous n'aurez peut-être pas joué votre rôle. Non, les Béninois n'en veulent plus. Oui, donc vous vous présentez comme l'alternative. C'est cela, Maître Renoir Gbodjo. Jouez votre partition. Un peu comme 2023, vous irez au Parlement. Enfin, c'est ce qu'on vous dira. Pour répondre à cette question, je vais vous dire une chose. La loi, par son essence, doit être stable. Le problème du régime de la rupture, c'est qu'il y a une instabilité permanente des lois électorales. Parce que en 2019, le code électoral qui nous a permis d'aller aux élections législatives en 2023, il n'a pas été voté par le Parti Les Démocrates. Le Parti Les Démocrates n'était pas au Parlement. Il a été voté à l'époque où il y avait uniquement une assemblée monocolore. Mais nous avons accepté de jouer le jeu. Et même les gens ne pensaient même pas que le Parti Les Démocrates en 2023 aurait plus de 5% au plan national. Donc nous avons déjoué tous les pronostics. Vous voyez? Et on a vu à la télé que des gens, il y a eu des multiples votes. Il y a eu des gonflements, il y a eu des bourrages d'urnes. Donc aujourd'hui, si cette loi, bien qu'elle ait été votée à l'occasion d'un Parlement monocolore, après qu'on ait échoué à réviser la Constitution, on fait passer le taux national au taux de 20% avec la ruse de l'accord de coalition parlementaire dans l'espoir que eux, ils obtiendraient par addition 20% et que le Parti Les Démocrates ne pourra pas obtenir 20% partout. J'ai bien dit dans l'espoir. Mais pourquoi si vous dites dans l'espoir, vous faites une analyse ou une interprétation. Oui, madame, vous avez demandé de développer, je vais citer. Dans l'espoir que le parti ne pourra pas obtenir 20% dans toutes les circonscriptions. Donc eux, ça se dit, mais nous aussi on n'est pas sûr d'obtenir 20%, donc mieux vaut qu'on additionne 10% pour obtenir 20%. Déjouer encore le pronostic. Mais c'est le peuple qui va trancher. Donc, tel que vous l'avez fait en 2023, déjouer encore. Non, le Parti Les Démocrates, quoi qu'on dise, on peut beau lui reprocher tout ce qu'on veut. Le Parti Les Démocrates est un parti qui subit beaucoup de semousses de l'extérieur. Parce que déjà, nous n'avons pas bénéficié du remboursement de nos frais de campagne en 2023. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Nous n'avons été... Oui, seriez-vous les seuls? Madame, moi, je ne suis pas venu ici pour prêcher pour un parti auquel je n'appartiens pas. Je ne si vous ne prenez pas ce bout, c'est tout comme si on vous a sevré exprès. Mais bien sûr, nous le pensons et c'est légitime.
Nous n'avons pas bénéficié. C'est pour ça que je vous demande si vous êtes les seuls. Mais c'est la Constitution qui prévoit le financement public. Oui, je suis d'accord avec vous. Moi, je ne remets pas ça en cause. Mais laissez-moi vous dire. Si vous êtes les seuls à ne pas en bénéficier. Non, ce n'est pas, c'est général. Ce n'est pas un motif valable. Il aurait fallu qu'on nous dise, oui, en ce qui concerne le remboursement des frais de campagne, nous avons quelques difficultés, mais nous allons vous rembourser ne serait-ce que la moitié ou qu'on nous fasse un moratoire. Pendant qu'on sait que nous sommes en année préélectorale, on sait que le parti a besoin de moyens et on s'abstient de donner au parti ce que la Constitution lui octroie. Ça veut dire qu'on ne veut pas permettre au parti de pouvoir fonctionner normalement. Mais je dis une chose. Non, je ne dirai pas. Ah. Parce que je dis, vous savez, moi je crois à l'ingéniosité des Béninois. Okay. Parce que les Béninois, cette paupérisation galopante que les Béninois vivent aujourd'hui, où les Béninois ont du mal à manger 2 fois ou 3 fois par jour, mais le Parti des démocrates le vit aussi. Vous savez, je me suis rendu dans une église. À la sortie de l'église, j'ai vu une dame. Elle était très bien habillée. Je vous assure, elle était très bien habillée. J'étais en train de partir dans ma voiture. Elle me toque et me dit, s'il vous plaît, bonjour monsieur, excusez-moi, hein, ne le prenez pas mal. Je viens de sortir de la messe, mais je voudrais que vous me trouviez quelque chose, quel que soit le montant que vous avez. Mais elle était tellement bien habillée. Je dis, mais on peut être bien habillé comme ça et ne pas avoir 1000 francs dans sa poche. Je lui ai remis 2000 francs. C'est pour vous dire que les gens ne parlent pas, mais les Béninois souffrent. Ils souffrent parce que l'argent ne circule pas. On dit que l'argent est utilisé pour construire des routes. C'est beau. Mais est-ce qu'on peut développer le Bénin en mettant l'accent sur le social? C'est oui. Le social a quelle connotation pour vous? Le social, c'est de créer les conditions pour que l'accès à l'emploi soit beaucoup plus efficient. Le social, c'est déjà faciliter que les frais de dialyse soient subventionnés de manière conséquente. Le social, c'est de faire en sorte que le secteur privé soit beaucoup plus dynamique. Mais l'État aujourd'hui se substitue beaucoup plus aux opérateurs privés dans la plupart des marchés publics. Donc, et à l'occasion, nous allons en venir au moment des campagnes, nous allons donner les détails, preuve à l'appui de tout ce que nous disons. Ce n'est pas encore le moment. On nous chante que il y a une croissance économique de l'ordre de 7%, mais cela ne se ressent pas dans le panier de la ménagère. On a l'impression que aux démocrates, vous n'êtes responsable de rien en réalité. C'est les autres, ce n'est pas vous. Vous proposez l'alternative sans même proposer des solutions concrètes. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Quand je vous dis qu'il faut favoriser un égal accès à l'emploi, quand je vous dis qu'il faut modifier comment on appelle ça, la loi sur l'embauche pour que les licenciements soient de moins en moins abusifs, ce n'est pas une proposition, ça? Quelle est la politique massive pour permettre aujourd'hui d'accéder d'ici 5 ans au plein emploi? Le plein emploi, c'est pas autre chose que d'accéder à un emploi pour lequel j'ai été formé. Mais aujourd'hui, non, madame, laissez-moi, parce que vous avez dit que il y a ce qui est reproché au Parti des démocrates en disant le Parti des démocrates ne fait pas de proposition. Mais je vous fais une proposition aujourd'hui. Quel est la situation actuelle de l'enseignement de l'éducation par rapport à l'emploi? Aujourd'hui, il est clair que l'éducation en Afrique pose un problème de l'adéquation entre les besoins du marché de l'emploi et les produits du système éducatif. Donc, est-ce que les produits du système éducatif sont des produits qui sont adaptés pour le besoin de l'emploi? Il faut poser la problématique. Je dis non. Quels sont les moyens qui sont mis aujourd'hui en termes de l'innovation technologique pour permettre aux jeunes étudiants de mieux s'orienter? Donc, il faut sortir des paradigmes que l'on nous a imposés depuis des années afin de créer les conditions pour que la jeunesse se prenne en charge,
pour que le gouvernement aujourd'hui, ou que quel que soit le régime qui va venir à partir de 2026, les jeunes se sentent beaucoup plus accompagnés. Parce que quand vous demandez à un jeune de retourner à l'agriculture, alors qu'il est un bac C, vous pensez qu'il va le faire? Mais lorsque vous demandez à un jeune d'aller à l'agriculture et vous mettez l'innovation technologique à sa disposition, mais il va le faire. Lorsque pour emblaver, par exemple, qu'on appelle ça 1 hectare ou 2 hectares, hein, pour pulvériser, il se dit, je vais pulvériser avec les moyens traditionnels, ça va me prendre 6 jours, ça va me prendre 1 semaine. Mais avec l'innovation technologique, en 3 heures, il peut pulvériser plusieurs hectares. Mais c'est de ça que nous parlons. C'est le genre de proposition que le Parti des démocrates fera en son temps. Bien. Donc, quand les gens, moi je dis, le débat sur le fait que le Parti des démocrates n'a rien à proposer, moi je leur réserve une très belle surprise. Le Parti des démocrates, oui, que ce soit la direction, tous les militants du Parti des démocrates, membres de la coordination nationale, les députés, dans tous les cas, moi je dis, encore que le projet de société du Parti des démocrates aujourd'hui, il est prêt. Il est prêt. Et nous sommes les premiers à avoir notre projet de société prêt aujourd'hui. Donc, je dis, le reste, je ne dirais pas que c'est des détails, mais c'est plutôt, et c'est le jeu, hein, c'est le jeu démocratique. Pour moi, ce n'est pas anormal. C'est de bonne guerre. Mais moi, je voudrais rassurer l'opinion que sur la question du projet de société et des propositions à venir pour ce qui concerne 2026, le Parti des démocrates est prêt à tous égards. Que ce soit au volet économique, au volet social, au volet, je vais dire, de la santé et de l'éducation. D'accord. Dernière question, c'est pas pour vous chariter, mais que diriez-vous à vos électeurs par rapport aux promesses que vous leur avez faites en 2023? Et la loi d'amnistie n'a pas été proposée, n'a pas été votée. Cela n'est pas du fait du Parti des démocrates. Nous avons l'avantage d'avoir proposé une loi d'amnistie. Mais les partis de la mouvance... Vous leur avez dit qu'on va proposer, vous leur avez promis quelque chose, vous leur avez dit que vous allez simplement proposer une loi. On est d'accord, Maître Oui, mais vous savez, on peut, est-ce que nous sommes dans un état a priori de droit? Nous sommes dans un état où on ne peut pas outrepasser les pouvoirs que la loi nous confère. Mais le Parti des démocrates, c'est un secret de Polichinelle. Ce sont des faits. C'est réel. Le Parti des démocrates n'a pas la majorité au Parlement. Donc, c'était sans compter sur cela? Non, c'était compter avec le fait que pour pouvoir agir et procéder à la libération sans avoir besoin des partis de la mouvance, nous allons faire voter une loi d'amnistie si nous avons la majorité. Mais vous pensez qu'aujourd'hui, les Béninois n'ont pas besoin de se retrouver pour se parler? Non, après que en 2000, non, j'explique. Okay. Vous pensez qu'aujourd'hui les Béninois n'ont pas besoin de se retrouver autour d'une table pour parler, alors qu'en 2019, lors des élections législatives, il y a eu des morts? Vous pensez que les Béninois n'ont pas besoin de se parler autour d'une table pour se réconcilier, alors qu'en 2021, idem? Vous pensez que les Béninois n'ont pas besoin de se parler, alors qu'aujourd'hui à l'extérieur, nous comptons plusieurs exilés politiques? Vous pensez que les Béninois n'ont pas besoin de se parler autour d'une table après 2026? Vous pensez? Alors que même dans le camp de la mouvance, d'autres se retrouvent en détention aujourd'hui. Vous pensez? Ce que nous disons, nous ne le disons pas pour les membres du Parti des démocrates. Nous le disons d'abord pour le régime en place. Bien. Parce que ce que nous avons le plus aujourd'hui comme richesse, et dans un régime démocratique, la première richesse, c'est le dialogue. D'accord. Allez-vous reconduire cette promesse-là de 2023? Dernière question. Mais cela est vital pour notre pays. Bien. Merci beaucoup, Maître Renaud Agbodju. Je vous laisse le temps de conclure. On va pas finir sans conclusion. Merci, Madame Angèle Tougoula. Merci pour votre invitation. Je remercie vos téléspectateurs qui sont câblés. J'ai pris du plaisir à répondre à votre invitation. J'espère que mes réponses ont tenu la promesse des fleurs. Et seulement, je tiens toujours aussi à présenter mes excuses à toutes les personnes qui vont se sentir heurtées par certains propos, même si je pense n'avoir pas eu l'intention de heurter qui que ce soit. Mais je crois que c'est ce genre de choses qu'il faut faire. Et moi, je vous félicite. Je félicite les médias qui invitent toutes les sensibilités
à venir parler de ce qui ne va pas et aussi de ce qui va. Parce que je pense que la direction des affaires publiques n'est pas facile. Ça ne peut pas être facile, mais il faut qu'on accepte la critique parce que c'est de la critique et de la contradiction que jaillit la lumière. Je vous remercie. C'est nous que vous remercions, Maître Renaud Agbodjao. Vous êtes avocat au barreau du Bénin, également conseiller juridique du parti Les Démocrates. Avec vous, nous avons essentiellement parlé de la question de la liberté d'expression et de la responsabilité de tous les acteurs qui expriment cette liberté d'expression. Et pour finir, nous avons abordé les élections à venir. Mesdames et messieurs, nous espérons que vous avez pu puiser l'essentiel des analyses de notre invité. Cet entretien reste disponible sur nos plateformes numériques, notre site internet, le www.etelebénin.com, notre chaîne YouTube Etelebénin, et vous pouvez télécharger l'application Etelebénin pour nous suivre un peu plus facilement. Etélé avec vous, pour vous. Nos programmes se poursuivent.